En Il n'y a plus de batterie, ça s'est arrêté. En 1940, non, excusez-moi, en 1939, le frère du rabbi Israël Arielev, il était encore à Berlin et il décide de quitter. Non, il n'y a plus de batterie, c'est coupé. Pratiquement au pouvoir en 1939, il décide de partir où pour Paris. Quitter Berlin pour Paris, Israël. Ensuite, il a été en Israël, il est décédé là-bas, son frère. Mais il fallait des documents qu'il avait laissés à Berlin. Il avait des documents, des documents importants. Et la rabbinite, donc la femme du rabbi, a quitté Paris alors qu'elle se mettait en danger. Elle a été directement à Berlin, alors que les nazis étaient déjà au pouvoir. Elle a été chercher dans les bureaux du gouvernement, au cœur de l'Allemagne nazie. Elle a été chercher des papiers, des documents que son beau-frère avait laissés à Berlin. Vous pouvez imaginer le sacrifice que cette femme a fait pour son mari d'une part, pour son beau-frère d'autre part, et bien d'autres cas encore. En tout cas, quand elle est venue dans les bureaux de l'Allemagne à l'époque, qui était nazie déjà, quand ils ont mis tous les noms Schneerson, elle a énoncé son nom, son mari, son beau-frère, etc., son beau-père. Elle dit, mais le type qui était au bureau, il dit, mais tous ces Schneerson, c'est bizarre. Il s'est douté qu'il y avait quelque chose qui n'était pas clair, qui ne tournait pas rond. Et donc, une suspicion de faux papiers, parce qu'il y avait beaucoup de noms de Schneerson, il leur a dit, quand on arrivera à Paris, c'est dit dans la biographie, quand on arrivera à Paris, c'est elle-même qui l'a dit, hein, c'est pas moi. Elle a dit, le gars qui était dans le bureau, préposé à ces documents, il a dit, quand on arrivera à Paris, on viendra vous voir, on vérifiera tout ça. Alors maintenant, on a vu ce qu'il mangeait, ce qu'il ne mangeait pas. Maintenant, on va voir son emploi du temps. Qu'est-ce qu'il faisait toute la journée? Oui, d'après vous, qu'est-ce qu'il faisait? Il étudiait. Il étudiait. Tout le temps, matin au soir. Il semait. Une bonne partie il étudiait la Torah, c'est vrai. Il se promenait avec sa femme. Mais une bonne partie, il avait d'abord un emploi du temps très chargé. Très chargé. Mais qu'est-ce qu'il faisait exactement? Qu'est-ce qui occupait son temps du matin au soir? Eh bien d'abord, il s'est occupé de créer des Talmudei Torah à Paris, et notamment au 17 rue des Rosiers, et peut-être aussi au 25, au 17 je suis sûr. Il voulait créer des Talmud Torah pour enfants juifs des écoles laïques, comme on le fait encore aujourd'hui. On amène des enfants des écoles laïques, on leur dit d'aller mercredi, dimanche, au moins dimanche, au Talmud Torah. Donc il s'occupait de ça, donc de ce Talmud Torah qui était situé au 17 rue des Rosiers. Quoi d'autre? Il allait visiter des bibliothèques. Il était très curieux, très érudit. Il allait dans des bibliothèques de Paris, notamment la bibliothèque qui est très connue aujourd'hui, que moi-même j'ai connue, la bibliothèque de Sainte-Geneviève. Sainte-Geneviève, c'est dans le 5e arrondissement de Paris, près à Saint-Michel. Donc il allait là-bas pour consulter des livres. Il avait besoin de références. C'est la bibliothèque de la Sorbonne. Pardon? Il faut aller à la Sorbonne. Oui, probablement à la Sorbonne, mais aussi à d'autres bibliothèques communautaires, ou bien communautaires et aussi universitaires. Voilà à quoi il s'occupait. À un moment, le rabbi habitait dans le quartier latin. Et donc, il a pu aller à la bibliothèque Sainte-Geneviève. Il habitait dans le quartier latin, alors je ne me rappelle plus le numéro, à la rue Boulard. À la rue Boulard, il avait un studio aussi là-bas. Pourquoi il a déménagé? Parce que le premier studio était trop petit, on lui a conseillé de changer, il ne voulait pas. Finalement, il a changé, on l'a changé 3 fois. Pour un peu plus grand, mais pas 200 mètres carrés, hein. 30 mètres, 40 mètres carrés maximum. Avec tout ça, le rabbi dormait très peu. Et même quand il est devenu rabbi, il dormait très peu aussi. Notamment à Soukot, vous savez, à Soukot, il y a des gens qui ne dorment pas dans la souka, qui dorment dans la souka. Et lui, le rabbi ne dormait pas. C'est un minhag rabbin de ne pas dormir dans la souka, parce que la lumière qui brille dans la souka est tellement grande que le minhag rabbin, la coutume rabbin n'est pas dormir dans la souka. Alors, on dit que le rabbi ne dormait pratiquement pas pendant les 7 jours de Soukot. Puisqu'il y a une mitzvah de dormir, de manger dans la souka, de faire tout dans la souka, et même dormir, mais comme c'est un minhag rabbin, d'après la Kabbalah, de ne pas dormir dans la souka, parce que la lumière divine qui règne dans la souka est tellement grande que le rabbi n'était pas, et pourtant à son niveau il aurait pu,
Mais il estimait qu'il ne fallait pas dormir dans la soukha à cause de cette lumière divine qui brille, qu'on ne voit pas, bien sûr. Nous, Ce grand dévoilement de lumière incroyable, donc on ne peut pas dormir. Voilà, exactement. Exactement. C'est une lumière de Dieu qui brille dans la soukha, que nous ne voyons pas, mais que lui pouvait voir. Et comme a dit David, si justement David, ici maintenant, il vient de le dire, on ne peut pas supporter cette lumière. Donc il ne dormait pas dans la soukha. Et à Paris, il dormait très peu. Et d'ailleurs, on raconte que quelqu'un qui donne un témoignage, là, à l'hôtel où il était, dans la chambre où il était, on entendait à l'hôtel, parce que tout à l'heure on m'a parlé de l'hôtel Édouard VII. Édouard VII, il a vécu 3 mois à Paris quand il est venu chercher sa mère en 1947, je vous l'ai dit. Et là-bas, un des responsables de l'hôtel entendait des pas pendant la nuit, des pas dans la nuit qui marchaient le long et en large, et le rabbi dormait très peu. Eh bien, vous allez être étonné, mais le rabbi, quand il habitait au quartier latin, rue de Boulard, il a fréquenté le café qui s'appelle La Coupole. La Coupole qui n'existe plus maintenant, vous connaissez ? À Montparnasse. Exact, bravo. Elle existe toujours ? Elle existe toujours ? Oui, oui. C'est un restaurant. C'est, ouais. La Coupole. On se demandait pourquoi il y avait la bracha là-bas. Ce café était fréquenté par des artistes et des écrivains. Des peintres, artistes, Ouais. artistes, écrivains. Il allait avec un ami prendre un café, et il ne touchait pas au café. Il touchait pas au café. Il le commandait, mais il ne touchait pas. Pourquoi ? Allez comprendre, mais en tout cas, comprenez de vous-même, en tout cas, il allait souvent là-bas, il parlait avec cet ami juif de science, de religion, etc., etc. Mais par contre, j'ai oublié de vous dire, à la Sorbonne, le rabbi Admil est fini un juif dans une salle de classe. Il sait qu'il était juif, et c'est un juif qui était s'était un peu retiré du judaïsme, un peu dévié, et il lui a parlé, il lui a mis Melet Finin, et à un moment, la chose a été sue, et il y a eu une queue de juifs, de jeunes juifs étudiants juifs, qui attendaient pour que le rabbi leur mette. Voilà. Déjà à l'époque. Premier à faire les Mifsaïm. Voilà. Ça annonce les grandes campagnes que le rabbi a lancées en 67, la campagne des Tfilin, lors de la guerre de 6 jours, et ensuite les 9 autres campagnes. Voilà. Donc maintenant, rue des Rosiers, on y va. Ah. 17. Rue des Rosiers, s'il vous plaît. On y est. On bouge plus. Alors, vous permettez de vous... J'ai encore le temps jusqu'à 8h30, c'est bon ? Oui, 8h30. Je vais essayer de vous lire brièvement ce qu'il est dit sur le passage au 17 321. Moi je veux bien. Torjman. Ok. Hein ? Alors, à l'époque, dans le Marais, il y avait 2 synagogues. S'il vous plaît, on revient dans la rue des Rosiers, on ne bouge pas. Ici où on est maintenant, il y avait 2 synagogues, celle du 17 du 25. Il n'y avait rien d'autre. Rien d'autre. Il faisait l'aller-retour, tantôt là, tantôt ici, et il donnait des cours, il parlait Et où est-ce qu'il s'asseyait ? En tout cas au 17, dans un coin de la choule, plutôt vers l'entrée. Vous voyez, où là, il pouvait voir tout le monde, et là aussi probablement ici, ou là, en tout cas pas au milieu, ou là-bas, en tout cas dans le coin de la synagogue, et il prodiguait ses enseignements de Torah, jour après jour. Le cercle de ses auditeurs a grandi. Et on venait le consulter déjà pour des conseils. On savait que c'était le genre du rabbi, on venait le voir pour des conseils. Des conseils, la plupart c'était des réfugiés juifs de l'Europe de l'Est qui avaient du mal à vivre ici pour la parnassa, pour la famille. Est-ce qu'ils devaient aller ailleurs ? Ils savaient qu'ils pouvaient trouver réconfort et conseil chez les rabbis. Donc vous allez le consulter à la choule ici ou au 17. Et le rabbi leur donnait des conseils. Mais est-ce qu'on sait si le rabbi venait prier là d'une manière, par exemple, tous les jours Est-ce que c'était fixe
le rabbi venait, par exemple, prier Mignana, c'était fixe ou ça, on ne sait pas? Il venait, en général, il venait un Maariv ou Mincha. Ah, Maariv ou Mincha, il venait. Maariv ou Mincha. Et un jour, on lui a demandé de faire un cours ici. Ah, écoutez, s'il vous plaît, il y a eu un cours ici. On a demandé au rabbi de faire un cours ici. Plusieurs cours, pardon. Plusieurs. Donc, il lisait un texte du Talmud, ainsi que les commentaires de Rachid et Tosafot. Bon, bref, un jour, un rab qui s'appelait Reichmann, c'est parce que le rabbi modifiait en lisant le texte de Rachid. Mais finalement, je ne vous passe les détails, mais finalement, on s'était aperçu que finalement, le Rav Mendel, comme on l'appelait à l'époque, Rav Mendel, le Ramash, Rav Mendel, c'est tout. Rav Mendel avait en main, non pas le traité de Shabbat, le traité de Talmud Shabbat, mais un autre traité, le traité de Choulin. Et sur le traité, c'est-à-dire, il avait un traité différent de ce qu'il traitait à ce moment-là, il parlait de Shabbat, alors que ce n'était pas le traité de Shabbat. C'est-à-dire comme si qu'il avait le traité dans ses mains, alors que c'était un autre traité du Talmud. Voilà. Et il le commentait comme si c'était en live. Aujourd'hui, et c'était un autre traité, il le connaissait par cœur. Il connaissait par cœur de ce qu'il parlait, c'est-à-dire le traité Shabbat, et il faisait semblant d'avoir le traité Shabbat devant lui, alors que c'était un autre traité beaucoup plus difficile qui s'appelle Choulin. On parle des corbanotes et tout ça. Bon. Un jour, il y avait un cours au 17 de Desrosiers, et le mercredi, il pleuvait des cordes, et la personne qui parle dit « J'ai appelé Rav Mendel pour lui dire qu'il n'y aurait pas du monde, il pleut, il n'y aura personne. » Qu'est-ce qu'il lui répond le rabbi? Moi, je ne décroche pas. Le rabbi répond, même si c'est pour une personne, un enfant, je viendrai. Oh là là. Et en effet, il est venu que cet enfant-là, et il a enseigné le Talmud. C'est ce que le rabbi m'a dit, que même pour un, il faut que je fasse le cours. Le rabbi, il a dit, c'est ce qu'il a fait. Pour un enfant, il a dit, même si c'est pour un enfant, je viens faire le cours, il est venu le rabbi. Non seulement que le cours n'a pas été annulé à cause de la pluie, mais aussi le rabbi a dit, on a traité d'une question dans le Talmud qui me dérangeait depuis longtemps, j'ai trouvé la solution. Par le cours qu'il a donné dans le lycée des Rosiers, en faisant ce cours pour une personne, j'ai trouvé la solution à mon problème que j'avais depuis pas mal de temps. S'il vous plaît, il y a des personnes qui veulent écouter le cours. Non, on n'est pas dans un... Vous êtes là pour écouter, je n'ai pas écouté du tout. Non, non. On vise personne, on demande à chacun, avec amour, on a des merveilles qu'on entend, Baruch Hashem. Et en plus, c'est enregistré. Merci. Avec amour. Moi, je remercie Hachem d'avoir David avec nous parce qu'il était malade la semaine dernière, il n'a pas pu nous donner cours et là, on a deux doses. Ouais, Baruch Hashem. On continue. Pas encore mieux, alors double dose, double miracle et double Torah et double bracha. Amen. Amen. Et double négatif parce que moi aussi j'étais négative hier. Après 8 jours. Moi j'attends. Amen. Que Mashiach il vienne, que tous les morts ils reviennent à la vie avec Mashiach là. Amen. Alors écoutez. Une petite anecdote, écoutez celle-là. Une petite anecdote merveilleuse. D'utiliser un adjectif que j'aime bien, ce sont des anecdotes croustillantes. On peut les... On va se délecter. On va se délecter. Voilà, on va se délecter par toutes celles-là. Donc les nazis occupaient Paris, et voilà qu'un recenseur vient taper à leur porte pour recenser les juifs. Vous savez pourquoi? Ils n'étaient pas là ce jour-là. La concierge dit oui, il y a des juifs qui habitent là, mais ils sont orthodoxes. Elle a mis orthodoxe. Elle a mis sur la mention orthodoxe concernant le rabbi et sa femme, mais pas juif orthodoxe. Eh bien, quand Rav Mendel a su, il est rentré chez lui et a appris que la concierge l'avait mis, il avait enregistré sous le nom d'orthodoxe, il est retourné au bureau des... Alors, au bureau de quoi du recensement, des recensements, et il a ajouté, on aurait pu croire qu'il était orthodoxe grec ou chrétien, Ouais, juif orthodoxe. Il a mis juif orthodoxe. Je veux dire,
C'était braver le danger. Bah oui. Braver tous les dangers. Il s'est déplacé pour mettre juif orthodoxe. Le rabbi était fier de cette judaïté. Il nous a enseigné d'être fier de notre judaïsme et il a continué. Et dans toutes ses lettres, il faut être fier de son judaïsme et il faut en tirer un enseignement pour nous, femmes, hommes et enfants. Je voudrais encore une anecdote, cette fois-ci un peu différente, mais croustillante. La rabbinite, cette fois-ci, la femme du rabbi raconte qu'il fuyait Paris, et alors qu'il fuyait Paris pour aller à Vichy, il y avait sur leur chemin, il y a eu une terrible explosion dans un magasin qui les força à se cacher, elle et son mari, dans un abri, dans un magasin, un autre magasin. Un magasin. Et la rabbinite a eu très peur, et Rav Mendes, son mari, il la réconforta, il insuffla du courage et confiance. Et au cours d'un raid aérien, les Allemands ont commencé déjà à être méchants avec en général les Français et particulièrement les Juifs. Elle observa que l'un des avions jetait des bombes, et un Juif à côté d'elle n'avait rien remarqué. Qu'est-ce qu'elle a fait? De peur qu'il ne prenne une bombe sur la tête, elle l'a poussé lui pour qu'il s'allonge par terre et qu'il ne soit pas blessé. Et après, qu'est-ce qu'elle a dit après? Elle a dit l'homme a été sauvé, parce que la bombe a explosé pas loin. L'homme a été sauvé, mais j'ai dû le pousser. Et pour ça, il faut faire le choix. Wow. Pousser un juif, ou une juive, même si c'est pour le sauver, c'est faut pas faire très élégant, très gentil, très d'abat d'Israël. Il faut faire le choix pour ça. Vous voyez, l'éthique, la moralité la morale de la femme du rabbi, c'est quelque chose d'inouï, d'extraordinaire. Donc j'ai parlé déjà, mais je parle surtout pas faire de répétition, parce qu'il y a des, vous savez, et d'ailleurs il s'est exprimé un jour, le rabbi s'est exprimé lors de Farbrengen, dans un discours public, il a dit « Nous étions en grand danger ». C'est vrai, les Juifs étaient en grand danger. Nous étions en grand danger et il nous fallait fuir d'une région à une autre. Paris, Vichy, Nice, Barcelone, Nice-Marseille, Marseille-Barcelone, Lisbonne. Et enfin, nous avons embarqué pour vous dire que le rabbi lui-même se rappelle de cette période où sa vie et celle de sa femme et la vie d'autres Juifs étaient très en danger. Et donc, il en a parlé même publiquement de ça. Et il a ajouté, on a été miraculeusement sauvés de la botte nazie, mais Baruch Hashem, on est là, il ne faut pas avoir le cœur brisé. Le rabbi n'aimait pas qu'on ait le cœur brisé après une épreuve difficile. Il prenait toujours la joie, l'enthousiasme, même si on a eu des épreuves dans la vie, il faut aller de l'avant et ne pas succomber à la tristesse, à l'amertume, etc. Alors, on va passer maintenant, presque fini. Presque fini. Excusez-moi, je revois. Vous savez qu'à l'époque, à Paris, il y avait des juifs religieux. Pour ne pas paraître juifs, ils se déguisaient en non-juifs. C'est raconté dans les sources que j'ai lues. Mais le rabbi affichait sa barbe, son chapeau. Il n'a pas le béret dans la rue. À Sorbonne, il avait un béret, mais pas dans la rue. Dans la rue, il avait un chapeau, d'accord, mais il affichait son judaïsme. Et la preuve, vous avez vu tout à l'heure, on l'a dit, il a mis juif orthodoxe. Il aurait pu laisser comme ça. Non, je veux pas il a dit, je ne veux pas qu'on pense que j'ai pu être un juif, un orthodoxe chrétien ou je sais plus quoi. Ouais, d'une autre religion. Il s'est dérangé pour les mettre la mention juif orthodoxe. Vous aviez des anecdotes à nous raconter, je crois, à propos de la rue des Rosiers. Vous étiez en train de la rue Dieu, pardon. Oui.
Hein? Oui, non, mais je veux dire, parce que on avait entendu comme ça qu'il y a beaucoup de non-juifs qui ont vu le rabbi quand il venait rue Dieu et qui étaient très stupéfaits, subjugués de voir le rabbi qu'ils ne connaissaient pas, ils ne savaient pas qui c'était, et que quand ils voyaient le rabbi, ils s'arrêtaient dans la rue comme ça. Et il y a beaucoup d'histoires comme ça où il y a des non-juifs qui s'arrêtaient, qui regardaient le rabbi comme Sa Majesté, quoi. Il avait une grande prestance. C'est vrai, je vous ai dit tout à l'heure, il avait Une noblesse. Un faciès, un visage impressionnant par son regard. Donc finalement arrive 1940, les nazis défilent aux Champs-Élysées, vous le savez. En 1940, les nazis défilent aux Champs-Élysées. Rabbi et sa femme prennent leurs valises et s'en vont à la gare de Paris, je ne sais plus quelle gare, pour aller à la gare de Lyon. Gare de Lyon. Pour aller dans le sud. Dans le sud, oui. Ils avaient leurs valises dans lesquelles étaient contenus des manuscrits, que leur Rabbi tenait à ces manuscrits, il tenait à son talit, les tefilines. Ils sont partis avec quelques valises, et un général, d'ailleurs, on raconte qu'un général qui était proche d'eux leur a proposé de les mettre quelque part dans une villa à lui, hors de Paris, pour les cacher. Il n'a pas accepté, il voulait partir. Il a bien fait. Il a bien fait parce que qu'est-ce qui aurait arrivé s'il était resté? Donc il a refusé gentiment et ils sont partis à Vichy. Voilà, maintenant le rabbi revient à Paris. Voilà pour Paris les 7 années. Grosso modo, j'ai essayé de brosser un tableau, pas exhaustif, mais au moins en tout cas un survol de sa vie à Paris sur le plan alimentaire, sur le plan vestimentaire, sur le plan études. On a fait un peu le tour, je ne peux pas raconter toutes les anecdotes, mais il y en a beaucoup. Voilà, quand il arrive à New York en juin 1941, il revient en 1947, donc 6 ans plus tard, pour aller. Sa mère, grâce à Dieu, a pu sortir de Russie et arriver à Paris. Et il va en juin, en 1947, en Pourim, je crois que c'était avant Pourim, et il va à Paris pour aller. Il n'a pas vu sa mère depuis combien de temps? Vous savez combien d'années qu'il n'a pas vu sa mère? 20 ans. Ouais, 20 ans. 20 ans, il n'a pas vu sa mère. Donc, il va à Paris pour aller voir sa mère et pour la reprendre avec lui, pas la laisser. Alors évidemment, la rencontre a été très émouvante, très émouvante. Et bon, ils ont parlé quand ils se sont vus. C'était rue Dieu. C'est rue Dieu. À rue Dieu. C'est rue Dieu. On a été avec Rav Pachter, on a fait le Fabringen, il y avait le Rav Boutman qui était venu spécialement à Paris pour nous raconter. C'est là mon connu Rav Pachter. Ah oui. Bien sûr, Rav Pachter, c'est les élèves du Rav Pachter. Vous savez, Rav Pachter, vous parlez de lui, je peux Bah bien sûr, et comment? un monsieur que j'ai connu quand je suis venu de Lubavitch en 68. Il n'y avait pas encore la rue Lamour. Oui. Aïe. Attendez. S'il vous plaît. Mais s'il vous plaît. Coucou. Vous avez tous connu Rav On ne peut pas Pachter. parler en même temps. Oui. Tout le monde. Alors, écoutez ce que j'ai à vous dire. Moi, quand je suis venu de Lubavitch en 68, je vous ai dit, tout au début, en mai 68, je passais mon bac à l'époque. Hein. Bon. Et eh bien, il n'y avait pas encore la rue Lamartine. Maintenant, le bateau Lubavitch, il est rue Lamartine, vous savez. Mais à l'époque, c'était rue Duc, dans le 18e. Et qui c'est qui dirigeait un local? Le Rav à Pachter. Tourcoing. Pardon? Le Rav Pachter. Regardez pas Sonia. Je travaillais là-bas, à la cantine, la première Sinaï. C'est moi qui travaillais. À Sinaï, Ouais. ouais. En tout Là-bas, cas, il y avait l'école, il y avait Nazar, c'est moi je gérais la cantine en mais 1990. Sinaï est venu bien après, 68. Hein. En tout cas, Rav Pachter. À la rue Duc. C'est la rue Duc, c'est le Rav Pachter. Rue Duc, c'était le premier endroit où on faisait des farbringues. J'allais pas prier là-bas, bon, j'habitais dans le 9e, j'allais pas jusque là-bas pour prier, mais le Rav Asimov, vous avez entendu parler du Rav Asimov. Bien sûr. Qui n'a pas entendu parler de Donc, eh bien, Rav Pachter, il a ramené beaucoup de juifs à la Torah, et tout se passait dans son centre d'études là-bas, rue Duc, qu'il appelait, je crois, Adoratora. Adara Torah, je pense. Bon. Donc voilà, donc vous voyez, Rav À la rue Pachter, Duc. ça fait partie de ma jeunesse. Il était plus âgé que moi, et malheureusement il est parti, mais je le voyais souvent à la choule, au boulevard Ménilmontant.
quand j'ai appris qu'il est parti, ça m'a fait beaucoup de peine parce que c'est quelqu'un qui s'est donné pour le judaïsme. Et bon, C'est donné pour Mashiach. Complètement. Pour Mashiach. Il cherchait le Mashiach. Il est parti nous ramener le roi Mashiach. Amen. je suis certain. Comme il est présent dans notre cœur. Il verrait le Faire Mashiach. c'est nous. Gardez-le dans votre cœur. Il est un homme extraordinaire qui fait beaucoup de choses. C'était aussi un puits de science. hein. Ah ouais. C'était un puits de science. Oui, oui. Aussi bien dans le. Il parlait bien, il avait une Ah oui, audition. il avait un art oratoire. Une connaissance exceptionnelle, Baruch Hashem. Pas trop chaud, Voilà, c'est donc, trop le chaud là, rabbi je peux revient pas en l'avoir comme 47 ça. pour prendre Merci sa mère. beaucoup. Il reste 3 mois. Et là, il habitait à l'hôtel d'Édouard VII. Ah. C'est là qu'il habitait à l'hôtel d'Édouard VII. Il allait les Shabbats à pied de l'opéra. Hein. C'est ça, opéra. Donc de l'opéra, il venait à pied. À pied jusqu'à Rue Dieu pour voir sa mère Shabbat et manger avec elle. Et il y a eu beaucoup de Fabringen là-bas, on dit qu'il y a eu beaucoup de prières, beaucoup de... Oui, madame. Pourquoi il n'avait pas vu sa mère pendant 20 ans? Parce qu'elle était en Russie. Elle était en Russie, mais lui, il ne pouvait pas retourner en Russie. Mais pourquoi elle était là? Elle était retournée de France, elle était Pendant 20 ans, il n'a pas pu aller la voir. Non, mais il était en France avec elle. À l'époque, ils étaient recherchés, les Schneerson. Que Dieu en préserve. Heureusement que j'ai mon ami. Non, ils étaient recherchés, qu'il y avait un danger. Oui, il n'a pas vu pendant 20 ans. Mais en Russie, avant qu'il y ait eu la Géoula avec le rabbi, c'était les portes, et puis c'était fermé les portes là-bas. C'était fermé. Donc le mérite qu'on a eu, moi ça m'a toujours questionné. Toujours depuis qu'on a fréquenté la rue Dieu, je me suis dit, j'en ai même parlé à au Rav de la Kila de Schneer, le Rav Tartel. J'ai dit, je me suis toujours étonné que la rabbinite, elle est venue à Paris. J'ai dit, on a eu le mérite que le rabbi et son épouse, notre reine, sont venus à Paris. 7 ans. Imaginez 7 ans ce que c'est du rabbi. 1 minute du rabbi. On parle de 7 années, 7 fois 365 jours. Et dans le calendrier lunaire, les années qu'on connaît, c'est de la folie. D'accord? Et la rabbinite, je me suis dit, mais attends, avec toutes les connaissances qu'ils avaient à l'époque, ils auraient certainement, on va dire comme ça, pu obtenir le visa pour la rabbinite et qu'elle ne vienne pas spécialement à Paris. Donc on voit que la rabbinite, certainement, je dis ça c'est personnel, qu'elle est venue aussi à Paris pendant ces 3 mois pour amener la bracha, ici en plus de son fils et de la Rebetzel, parce que c'est de la France qu'on doit obtenir la Géoula. Donc c'est la mère du Mashiach qui elle-même est venue ici. On a la bracha de la maman du roi. C'est exceptionnel. Tsarfat. C'était aussi l'endroit le plus sûr à l'époque. Ben parce que c'est Elle la quitte Mishnah. tous les pays de l'Est, d'accord, Voilà. elle ne faisait pas convivre. Oui. Elle arrive dans des critères de liberté, égalité, fraternité. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais nous, on a pris le côté spirituel. Voilà, exactement. J'ajouterais que la plupart des réfugiés de russes, ils devaient passer par Paris pour ensuite aller à New York ou ailleurs. Et ils parlaient C'est un français. lieu de passage, Paris. Ils parlaient Mais français. oui, c'est comme une correspondance. Voilà. Les Russes parlaient français. On a eu ce mérite. Les Russes qui Non, avaient mais c'est parlaient français. La mère du rabbi parlait pas français. Oui, oui, oui. Non, mais moi, je l'ai vu autrement. Je veux dire, spirituellement, pourquoi Dieu il a fait en sorte qu'elle vienne là? C'est pour donner le tampon pour la Géoula. C'est la mère du Melech HaMashiach. Sa dame de mariage. Elle lui parlait en français. Et c'était une française. Je pensais à ça ce matin. Il n'y a pas longtemps. Je sais pas. La source, s'il vous plaît. Elle lui chercher. On continue, il nous reste quelques minutes. Oui. Voilà, donc... Vous aviez des anecdotes à nous dire à la fin, vous avez dit sur... sur quoi c'était? Le rabbi à Paris Ah. a pris le métro. Ah, Il a pris le métro. À Paris de l'époque, le métro de l'époque. Et bon, pour vous dire, j'ai une petite anecdote, bon, mais il n'y a rien d'extraordinaire, mais le rabbi a demandé à son compagnon, la personne qui l'accompagnait, de prévoir la sortie, le wagon près de la sortie. Quoi. Bref, il a pris le métro parisien quand même à l'époque. ah, c'est pour ça ma femme elle fait ça, à chaque fois elle me dit non, on se met le plus près de la sortie. Il a été visité, Razak. une maison d'enfants juifs, un pensionnat à Éragny,
à Erani, et également à Fontenay. Je me sens qu'il voulait établir une maison d'enfants à Fontenay. Je ne sais pas s'il a réussi à le faire. En tout cas, le rabbi était préoccupé par les enfants juifs, de diffuser la Torah. Toutes les 7 années qu'il a passées ici, c'était le Torah, mitzvot, faire des conseils, prodiguer des conseils à des juifs, des réfugiés russes, donner pas des brachot, je vous dis, donnez pas de brachot. Pas de brachot. Donner des conseils, mais un conseil du rabbi, c'était une bracha. Bah oui. Eh oui. Si on écoutait le rabbi à l'époque, et à plus forte raison de nos jours, bien sûr, et encore maintenant, même s'il n'est pas là physiquement, à travers ses lettres, à travers ses enseignements, on obéit à un conseil du rabbi, on suit le conseil du rabbi à la lettre, on était sûr d'avoir assuré d'avoir la réussite. Est-ce que... Pardon, Raoul, il y a des témoignages dans le livre d'enfants qui avaient été dans cet orphelinat, oui. Je crois. Quel livre d'enfants? Non, dans votre livre, oui. Est-ce qu'il y a des témoignages d'enfants? Non. Non. Non, mais... Il y a le ravelot quand même. Il n'y a pas le ravelot. Un gentil monsieur qui nous a porté voilà. Non, ça on la connaît, l'histoire du pain, là. Mais par contre, madame, vous parlez d'enfants. Avant que le rabbi quitte Paris avec sa mère, eh bien, il a donné des cadeaux à tout le monde, à tous les gens, et aux enfants aussi. Une bicyclette, une poupée, et il remerciait les gens, les gens qui l'ont aidé pendant les 7 années qui ont été là. Il n'est pas parti les mains vides, il a donné des cadeaux à chaque personne qui l'a aidé et conseillé pour ceci, pour cela. Et vous voyez qu'il était attentif, aux gestes simples qui faisaient plaisir. Et donc aux enfants, il a fait des cadeaux, je vous dis, bicyclette, poupée, encore, je ne sais plus quoi encore. Des jouets pour les enfants. Des jouets pour les enfants. Donc il était proche des enfants, madame. Le rabbi, il a toujours été proche des enfants, vous savez. Il voulait ouvrir en effet une école juive ou pensionnat à Fontenay. Je ne sais pas, je ne suis pas sûr qu'il ait réussi à le faire. En tout cas, il était préoccupé de l'éducation juive à Paris particulièrement et en banlieue. Et la yeshiva de Brunois, c'est grâce à lui qu'elle a été ouverte. Oui, et il a été à Brunois aussi. Bien sûr. Il a été à l'yeshiva de Brunois pour interroger des élèves. Quel bracha on fait sur tel fric, quelle est la présence à Damas ou à Etz. Bon. À l'université, est-ce que vous avez une anecdote qui s'est passée avec des professeurs très talentueux qu'on avait dit à l'époque? C'est très long. Ah, très long, non, mais Bekitsour peut-être, parce qu'il y en a qui ne savent pas. On fait un petit... S'il vous plaît. On fait un flashback en arrière. Voilà. Et il était à la Sorbonne. Vraiment en résumé, si je me rappelle bien, il y a 3 pages là-dessus. Ah ouais. Je ne voulais pas trop en parler parce que... Non, un petit mot là-dessus, c'est très bien. Il y en a qui ne savent pas. Il était à la Sorbonne et un jour, il a eu un concours de mathématiques que personne, parmi les professeurs les plus éminents de la Sorbonne, personne n'était arrivé à le résoudre. Et il a eu écho de ce problème mathématique, il l'a fait, et quand il a remis son exercice, son devoir de mathématiques au professeur de maths, il a dit, mais c'est pas possible, vous avez triché, c'est pas possible de répondre à toutes les questions que nous-mêmes, aucun professeur n'a réussi à résoudre ce problème. Alors, ils ont décidé, le professeur en question, il a dit, vous allez nous expliquer le problème au tableau, devant tous les élèves. Le rabbi s'est levé, il a expliqué de long en large comment on est arrivé à trouver la solution mathématique. Et là, le professeur s'est excusé. Et il s'est excusé, et le doyen de la Sorbonne s'est aussi excusé. Je ne dis pas avec quelle fleur le rabbi est sorti de cette épreuve. Pour lui, c'est pas une épreuve, mais c'est montrer... Kiddush Hashem. C'est pas la supercherie, c'est la vérité. J'ai fait, par mes connaissances, que personne n'arrivait à résoudre. Je suis passé à la Sorbonne, c'était pas rien. Voilà, tu m'as demandé de la raconter, je l'ai raconté en substance. Bon, voilà, je terminais. Il vous reste 10 minutes, c'est vrai? Ouais. Voilà, oui, je vais aller, il y a une montre là. On va terminer. Il reste 9 minutes. Técha, 776. Parce qu'après, on a les petits gâteaux à la manger. Non, bah, au Khabar.
C'est Abigail, elle veut qu'on mange les gâteaux, je vous dis tout de suite. Maintenant, après tout, on va laisser la parole aux femmes. C'est que les dames qui ont des questions à poser. Les dames qui ont des questions à poser. Alors, est-ce que... Oui, ça c'est pas un problème. On a l'habitude. Avez-vous des Est-ce qu'on a des questions, s'il vous plaît? Ce que j'ai pas dit d'ailleurs. Comment, moi je sais pas comment il a décidé d'aller aux États-Unis et pas ailleurs en fait. Son beau-père était déjà à New York. Ah, d'accord. Il attendait qu'il Il vienne. attendait qu'il Sa vienne. fille, D'accord. Hayamouchka, Bah oui. il n'avait nulle autre destination à atteindre. C'était New York et rien d'autre. C'était la guerre Il pouvait aussi. rester à Mais l'endroit non, c'était la guerre déjà. il pouvait aussi rester à l'endroit où habite sa mère, par exemple. Il pouvait pas rester à Paris, C'était son la beau-père guerre. l'attendait, il avait pas patience. Parce qu'il savait son Ils beau-père. n'étaient pas ensemble avec sa mère, là, puisqu'elle était... Il ne pouvait pas retourner là-bas, il y avait un danger. Il a ramené sa mère à New York. Il a ramené ça en 47, il a ramené. Bien En sûr. France aussi, il y avait aussi. Vous avez d'autres questions Oui, madame, là. Ouais. Ah. Vous parlez beaucoup. Parlez maintenant. Moi, je suis la femme à David Torchman, donc c'est pour ça que je leur racontais à mes amis, je leur racontais en même temps. Vous voyez, c'est pour ça que mon mari me lâchait nos cours, mais parce que t'es trop discipliné. Après, on nous dit Parce on qu'elle est connaît dans pas. les venir au Après, cours. je leur explique et voilà, c'est pas vrai, je parle beaucoup. Mais bon, c'est magnifique ce que vous avez C'est gentil. Elle a fait des commentaires. Je sais, parce que je leur expliquais à mes amis que j'ai pas vu depuis très longtemps. Ah, voilà. C'est des amis quand on était adolescents, vous vous rendez compte, c'est quand même magnifique. Elles sont venues spécialement pour le cours, hein. Baruch Hashem. Voilà, écoutez, il y a... Venez. Des questions? Avez-vous des questions? Madame Azoulay. Est-ce que ici le rabbi il enseignait aux enfants régulièrement? Au 17 plutôt. Je pense. Au 17, il y avait un Talmud Torah qui fonctionnait, qu'il a même ouvert pour les enfants. Il enseignait là-bas. Peut-être ici aussi, mais je pense plutôt au 17. Mais ici, il a fait des cours de Torah. Ah, des amis. Ici, le Shabbat, à Marie, le soir, à la prière du soir, il venait ici. On l'invitait, bien sûr, il ne venait pas tout seul. On l'invitait, des fois il refusait, des fois il acceptait. Et il pouvait parler pendant 2 heures. Hein. Et il faisait un cours, 1 heure, 2 heures facilement. Et les gens étaient émerveillés. Et c'est des rabbins qui assistaient aux cours, c'est pas n'importe qui. Des juifs érudits, moins érudits, et aussi des autorités religieuses qui étaient de passage à Paris ou qui habitaient à Paris et qui ont entendu parler de ce jeune génie qui habite Paris. Eh bien, ils sont venus l'écouter. Lui qui fuyait les... Oui. Non, elle voulait, je crois. Vous voulez poser une question? Ah, ça va revenir. Elisheva. Une question? Il a répondu, il a dit que il y avait la guerre là. Il était recherché. Il est parti de ville en ville, il voulait le tuer, Chazvé Shalom. Il y avait les nazis qui le recherchaient. Bien sûr. Ils ont pris son nom, il était recherché. Lui et sa femme. Il a fui. Quand il est parti, il devait prendre un bateau. Ça a été très compliqué pour avoir le billet, après quelqu'un qui l'aura offert, etc. Et au dernier moment, avant de partir, il reçoit un télégramme de son beau-père de ne pas prendre le bateau suivant. Et le bateau, il a été, que Dieu en préserve, celui qui devait prendre, il a été par les ennemis d'Israël. Et après, il a pris le suivant, et grâce à Dieu, il est arrivé le 28 Sivan en Amérique. Les gâteaux, les gâteaux. Ah, je peux, c'est bon, j'ai Ah bah ouais. Les gâteaux, les gâteaux. Maintenant, on veut les gâteaux. Tout le monde en parle. Voilà, un par là et un par là-bas. Razak. Voilà. Passons aux choses sérieuses, les gâteaux de la Géoula. Ah, ça, c'est très sérieux. Après, non. Non, après. Ah non. C'est des gâteaux qu'on prend comme ça. Non, on peut pas. Ça va tout. Très, très
très bien. Baruch Hashem. Amen. Un plateau. Voilà, il y a 3 plateaux. Il y a 2 plateaux. Il y a 3 plateaux. Il y a 3 plateaux et après, s'il en reste, vous ferez un plateau si ça ne vous dérange pas. Si jamais il en reste, vous récupérez tout, vous faites un plateau, vous le mettez dans une boîte. En tout cas, merci Hachem. Chana. 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 Alors, on n'est pas encore dehors. Il y a le psak din à prendre. Ceux qui ne l'ont pas reçu, vous le recevez aujourd'hui, le jour de l'anniversaire du Rabbi Melech HaMashiach. On peut faire une petite assiette de gâteau pour Monsieur Shabtai Cohen, s'il vous plaît. Voilà. Ouais. Tiens, voilà. Faites-lui un... Merci aussi pour les chocolats qu'on va goûter. Merci beaucoup. Ah ben je l'ai... Ouais. Ah merci beaucoup. Ouais, mais... Ah bon, super. Je l'ai vu là en passant, j'ai été prendre des... Tout à l'heure, je suis passé prendre mes Dvar Malchut, je l'ai vu. Je savais pas. Merci, merci beaucoup. D'accord. Merci beaucoup. Prenez l'assiette. Ah, merci beaucoup. Servez quelque chose à boire. Vous voulez quelque chose de chaud ou de... Tu veux quelque chose de... Non? D'accord. En tout cas, merci beaucoup à Monsieur Shabtai Cohen. C'était un plaisir. On a eu un vrai cadeau. Hein, un vrai cadeau. Le jour de Yushvat. Merci beaucoup. Auteur d'un livre à succès qui est encore épuisé, encore à nouveau avec des nouvelles choses qu'on va apprendre sur le roi Mashiach et la Rebbetzin. C'est des merveilles, Baruch Hashem. Attendez. Pardon. Non, merci. Non, c'est gentil, merci beaucoup. Ah oui, Toda Rabba. Toda. L'eau. Ouais. D'accord. Ok, merci. Ouais, bien sûr. Je vais le mettre là parce que je dois donner les revues. Merci beaucoup. Merci à toi, mon frère. Non, merci Hachem et Baruch Hashem. Dieu, il a bien... Ça s'est bien mis en place grâce à Dieu, une merveille. Non, ben... Formidable. Tenez, mais ça, voilà, merci. Alors, je voudrais 2 choses très importantes. Très importantes. Est-ce que c'est possible, peut-être, voilà, vous tenez parce que je peux plus là. Je vais parler comme ça, vous filmez. Vous le laissez, il n'y a rien à toucher, juste comme ça. Merci. Voilà. Le psak din du Rabbi. Myriam, il se présente pour offrir les chocolats. J'ai présenté le psak din qui a été établi en 1900, qui a été commencé en 1991. Aujourd'hui, c'est les rabbanim qui ont signé dans le monde que le Rabbi c'est le roi Mashiach d'après la Torah. Le roi Mashiach d'après la Torah. Oui, d'après le Rambam. Ça a été dit devant le Rabbi. Le Rabbi a accepté, il faut savoir ces choses-là.
Il y en a pas qui savent, il y a plein qui savent pas. C'est quelque chose d'officiel. Le Rav Volpo, c'est ça que je veux vous transmettre, qui a fait 2 livres spéciaux sur le roi Mashiach, d'accord, qu'il a présenté au Rabbi. Dans un de ces livres qu'on étudie et qu'on publie en ce moment sur le net, ça veut dire qu'on peut avoir la traduction Baruch Hashem. Il explique que Alpi Torah, d'après la Torah, une fois qu'un psak din est établi, un décret rabbinique est établi dans le monde et qu'il a été accepté, il n'y a plus de possibilité de le changer jamais. Même si, les Havdil, le Satan en personne, il viendrait l'effacer, c'est rapporté dans son livre. Il dit que l'ange Gabriel, il vient, il le réécrit, parce qu'il a été accepté en bas, il a été accepté en haut, c'est plus possible de changer. En quelle année? En 1991, ça a été dit devant le Rabbi, au 770, devant tous les chassidim. Et le Rabbi a accepté son titre. Donc maintenant, il faut faire savoir à tout le monde pourquoi, je vous explique. Attendez, il était en bonne santé? Oui, en 91, devant tout le monde. Le Rabbi, pendant 2 ans encore, il a distribué des fabricants, des centaines de fabricants. Donc, maintenant, il y a un sujet qu'il faut savoir, mesdames. Et comme vous êtes les princesses de la Géoula, c'est important. Parce que les femmes, elles savent aujourd'hui, dans le Chumash, là, on est en train de se préparer à traverser la mer. Béchala, c'est le 7e jour. Et les femmes, elles ont fabriqué des tambourins. Donc les tambourins que les femmes, elles ont... Les tambourins, c'est les tambourins. Merci beaucoup. Bon, c'est pas grave. C'est la première qui a été. Ça m'étonne pas. Les tambourins, aujourd'hui, c'est quoi? Si on les a pas, non, c'est quoi? C'est annoncer. Titan, c'est pour faire du bruit. Les gens disent qu'est-ce qui se passe? Vous comprenez? C'est un peu ça que ça veut dire aussi. Il faut dire la vérité. Donc, la vérité, elle est importante à dire. Pourquoi? Parce que il y a une histoire qui a été racontée qu'une fois il y avait... Je voudrais terminer avec ça pour qu'on comprenne le message qu'on a à transmettre. Il faut faire savoir à tout un chacun, juifs, nos frères en priorité, et même si on rencontre un non-juif, lui dire la vérité. Que maintenant il y a un homme qui a été désigné, authentifié comme le roi Mashiach. C'est-à-dire que le monde il change. Le fait de dire ça au monde, ça amène, le Rabbi il a fait savoir qu'il n'y aura pas de kitrugim, d'empêchement. Le fait de faire savoir, alors les empêchements ils peuvent pas, c'est comme si ah ça y est ma chère il est là, bon on peut plus rien faire. Donc c'est important de transmettre. Donc vous comprenez? Alors je vais témoigner avec cette histoire et je termine avec ça. Il en a eu un sac. Elle est fille. Il va vous dire au revoir. C'est le sac du Rabbi. Voilà, au Hachem. On l'a déjà écrit, la fille. Je vous bénisse. Regardez à la maison, c'est moi. Merci beaucoup.